Bien, tout d'abord, je me présente, je suis directeur régional de Sonatra. Si vous avez le collaborateur, je suis chef départemental, la chef départemental, M. Semsa, chef départemental, M. Mokhtaï, chef des affaires et chef départemental, M. Aouès, chef du département des ressources humaines. Tout d'abord, je vous souhaite à tous la bienvenue à la Sonatra. Je crois qu'il y a déjà eu des contacts je vais ici à peu près 2 ans, donc il y a des contacts avec l'université de même s'ils n'ont pas été, ils ont été suivis. J'ai été contacté à la CRS qui a émis le souhait de venir d'abord jeter un coup d'œil à son appareil, savoir si c'est bien. Et puis peut-être voir avec le département si tentative de partenariat pourrait être mise en place en dégageant certains axes de réflexion, des thèmes qui pourraient être intéressés pour le passé. Nous avons estimé que son attaque est vraiment plus ouverte, complètement ouverte sur l'extérieur. Nous avons estimé qu'on ne pourrait pas répondre négativement à cette demande. Et je crois que les collaborateurs et moi-même ici présents, nous sommes très heureux de vous recevoir aujourd'hui ici. Comme je vous l'ai dit, M. Rajab, tout à l'heure, moi ce que je vous suggère, parce que quand même, je pense que votre temps est compté, le nôtre aussi, il faut quand même qu'on s'organise, nous sommes assez nombreux. Moi, je vous suggère qu'on fasse une petite présentation rapide de la région, des installations, avec quelques indicateurs clés qui sont les quantités transportées, certains résultats au niveau financier, le nombre de machines et puissances installées, de façon à avoir une vue assez générale de la Sonatra déjà là. Et puis ensuite, je pense, si le temps le permet, il est déjà pas loin de 3 heures, peut-être qu'il avait là. Oui, je ne sais pas si on pourrait jeter un coup d'œil, je ne sais pas dans quelle mesure le centre informatique que nous avons trouvé vous intéresser. Peut-être aussi jeter un coup d'œil au niveau
La tour de contrôle pour voir un peu comment se font les chargements des pétroliers, puisqu'ici, évidemment, n'oubliez pas que nous sommes ici sur le terminal qu'on appelle terrestre, et juste à côté, il y a un port pétrolier, et les exportations vers l'étranger se font à partir du port pétrolier de Béjaïa. C'est l'un des 3 ports en Algérie avec sur le Piscine. Donc vous allez voir un peu comment on charge un bateau. Je crois que vous avez un bâton pour charger. Et à l'issue de cette visite, que je pense qu'elle va être assez courte, la visite, parce que le temps est compté, je propose qu'on passe ensuite au foyer des travailleurs. Nous avons un club, on peut, pour vous offrir une collation. C'est pour ça qu'il n'y a pas de café ici. Il y aura du café, des limonades tout à l'heure, des cafés. Voilà, je vous remercie. Cette sortie pédagogique de recherche, ça fait partie du programme de département. Le souhait de l'université, pour ça a été un reprise affirmé, c'est s'ouvrir vers son environnement unique. C'est dans ce cadre que cette demande pour cette visite a été faite. La particularité du département de recherche opérationnelle ou de la post-graduation, ici toujours de recherche opérationnelle, dans le cadre de son impact. Donc ici nous avons des étudiants réellement engagés dans la recherche opérationnelle. Nous avons des post-gradués, donc il faut faire le magistère en recherche opérationnelle, mathématiques appliquées, avec quelques enseignants ici pratiques. Et parmi aussi c'est la délégation, il y a des chercheurs. Donc, on travaille déjà avec certaines entreprises locales et qui ont initié aussi des projets de recherche, toujours disons que c'est sur une mathématique appliquée. Notre souhait, c'est de prendre connaissance encore de ces différentes tâches, disons, éventuellement, ce serait une source d'inspiration pour la recherche ou pour le mémoire de génie. Voilà un petit peu. Et pour nos étudiants, c'est voir un petit peu une entreprise, réalité, comment ça fonctionne, dans quel domaine la recherche opérationnelle de l'enseignement est appliquée, c'est voir tout ça sur le terrain. Je remercie M. le directeur général de nous avoir accordé cette possibilité de voir cette entreprise. Deux divisions. La division exploitation où nous sommes. À l'intérieur de la division exploitation, il y a des régions dont on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire Arzu, Skikta, Aoud Hamara, Béjaïa, Aïma Benas. Et deux directions qui sont chargées, enfin ça va faire intéresser M. Aïssani. Donc la DNN, donc, qui est chargée justement de la maintenance du parc de machines tournantes, et DCO, qui est une direction ici au niveau de la division, qui est la direction de la coordination des opérations. Vous imaginez qu'il y a des flux, il y a un mouvement de produits qui vont dans tous les sens. On va peut-être avoir une carte tout à l'heure, il y a un diaphone. Maintenant, la direction régionale de Béjaïa elle-même, elle se compose donc de deux sous-directions, une sous-direction technique et une sous-direction administrative. Dans la sous-direction technique, vous avez les départements qui sont représentés ici, avec l'exploitation, la maintenance, la protection des ouvrages, des travaux neufs, études des travaux neufs. La sous-direction administration, vous avez les départements ressources humaines, administration et sociale et moyens généraux, et 4 autres structures qui sont le centre informatique, le département approvisionnement et transport, le département sécurité et le département finance. Vous avez ici une carte du réseau de transport. Donc c'est la carte tout simplement de l'Algérie avec le réseau. Vous voyez qu'il y a un très gros axe qui va vers Arzu, où il y a évidemment beaucoup de gazoducs et d'oléoducs. La région centre, nous la verrons tout à l'heure, la région centre ou la région de Béjaïa, on l'appelle indifféremment la région centre ou la région de Béjaïa.
c'est l'oléoduc qui va sur Béjaïa, l'oléoduc qui va sur Alger et le gazoduc Hasserman-les-Isser. Enfin, il aboutit en fait à un projet. Alors, juste après, il y a une carte. Évidemment, je rappelle simplement qu'à l'issue de cette projection, s'il y a des questions à poser, je pense qu'il vaut mieux prendre note pour les poser. Toute l'Algérie du centre en gaz naturel. Il était prévu initialement une unité de liquéfaction de gaz pour l'exportation, des projets qui avaient été annulés à l'époque. Donc maintenant, c'est du gaz naturel, je veux dire, pas de gaz, quoi, qui sert simplement à alimenter les centrales électriques de la Sonel-Gaz comme combustible et pour la consommation domestique, pour la consommation des citoyens. Donc c'est sur celui-là que sont piquées pratiquement toutes les villes du centre de l'Algérie. Alors, les caractéristiques du réseau de transport en gros, quand ces chiffres ont un petit peu changé. On va être à peu près 2000 km ici avec le GA2. Donc, la situation actuelle, elle est de 11 400 à fin 95. Les perspectives 98, on aurait 15 300 km de canalisation. Les gazoducs sont au nombre de 10 et les oléoducs au nombre de 13 qui vont passer à 14 et à 15. Ça, c'est pour l'ensemble du réseau. Alors, le réseau, les caractéristiques techniques du réseau de transport fort à Béjaïa, qui est géré par Béjaïa. Ici, dans chaque colonne, vous avez les 3 ouvrages dont on parlait tout à l'heure. Vous avez 24, ça c'est des pouces, c'est la mesure anglaise, 24 pouces. Donc 24 pouces, 16 pouces, 42 pouces, c'est le diamètre. Donc OB1, c'est oléoduc Béjaïa 1. Oléoduc G c'est Alger, c'est l'indice d'Alger, c'est des moyens de mots qu'on utilise à la Somatarac. Et GG1, c'est gazoduc Alger 1. Donc vous avez les longueurs, 668, 131 km, 437 km. Le nombre de stations de pompage, vous remarquez que le gazoduc, il n'y a pas de station de compression. C'est un gazoduc qui est en ligne nue, qui prend le gaz déjà avec la pression de départ au niveau du module de traitement à Hasserman. Et cette pression-là, compte tenu de la longueur et du diamètre, suffit pour assurer l'approvisionnement de la région centre-ouest. Compte tenu de la consommation actuelle qui est aux alentours de 4 milliards. 4 milliards. Le nombre de machines, au niveau donc du 24 pouces, qui est le pipe principal, si vous voulez, donc 27 machines. Évidemment, quand je dis machines, ce sont les machines principales. Évidemment, si on doit compter le nombre de moteurs qu'il y a, de petits moteurs, évidemment, c'est des chiffres astronomiques. Donc là, il s'agit des moyens qui servent à la production. C'est les gros équipements. Et savoir sur le 16 pouces OPA, il n'y a pas de machine ici, puisque vous étiez en fonction de ce qu'on appelle en ligne nue, c'est-à-dire sans station de compression. Les puissances installées, on les a données en chevaux, 76 000 ici, 1400 ici. La capacité design, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut faire par construction quand on a construit ces ouvrages. Ici, évidemment, c'est un MTA, c'est millions de tonnes en an. Donc 17 millions de tonnes pour le 24 pouces BGA et 2,5 pour l'OGA. Les capacités réelles sont de 16 ici et de 3 ici. Vous allez me dire pourquoi, si vous avez des questions tout à l'heure, vous répondrez. En fait, ici, c'est le design qui a été mal calculé. La raffinerie consomme effectivement aux alentours de 3 millions de tonnes. Et aujourd'hui, nous lui assurons ces 3 millions de tonnes. La raffinerie d'Alger alimente toute la région d'Alger et des environs en produits pétroliers. L'état de mise en service, 59. Sur ce que vous dites tout à l'heure, 59, 71, 80. Toujours dans les caractéristiques, évidemment, on a jeté un coup d'œil sur les installations portuaires parce que c'est une chaîne, donc vous imaginez très bien une chaîne où vous avez une production qui se trouve sur les gisements et les centres de traitement qui généralement sont au sud. C'est à côté de Hassimsol pour l'huile, pour le pétrole. Et c'est Hasserman pour le gaz. Donc c'est toujours au sud, donc il faut acheminer ça vers la côte. Et donc il y a des ports pour exporter les ports pétroliers. Et donc il y a 3 postes de chargement pour ports pétroliers du général, avec des tonnages maxi. Tonnage maximum de chargement. Donc un bateau, un peut charger 40 000 tonnes, on poste de 70 000 tonnes, 80 000 tonnes, les tirants d'eau, vous les avez ici, et les moyens de manutention. Il y a aussi une station de débarrassage qui est à l'intérieur même du port, qui comprend 2 bacs 12 000 et des séparateurs, elle permet de traiter le ballast des navires. Tout à l'heure, vous avez des questions, il faut vous dire aussi ce que c'est le ballast. Alors, le bac de stockage. Tout à l'heure, je parlais de la chaîne. Effectivement, les champs de production étant au sud, il faut donc, pour permettre un flux, en tenant compte de toutes les contraintes, donc très rapidement, la carte des temps numéro, pour
commerciaux, consignes de port de mauvais temps et autres, il faut pouvoir amortir les chocs, c'est pour ça qu'on construit des stocks. Donc ici, au niveau de, pratiquement sur l'ensemble, pas sur l'ensemble des sites, mais sur les stations principales, et à Béjaïa, proprement parlé, nous avons des stockages. Ce sont des réservoirs que vous avez vus, et quand on vient à Béjaïa, d'ailleurs, c'est ce qu'on voit promener, ce sont, on appelle des parcs de stockage, des réservoirs de stockage. Donc il y en a en fait 16 importants à Béjaïa, il y en a 12 de 35 000 capacités unitaires, véhicules, et 4 de 50 000 unitaires, il y a un petit de 1900 qui est. Donc on va pouvoir vous avez ici les capacités totales. Il y a aussi un parc à Télémonceau qui fait 12 500, il y a un deuxième en construction. Vous avez aussi tout le parc de 1750 unitaires à Espétawa, et la même chose exactement à Biscarra, c'est exactement la même chose. Donc vous avez une idée un peu sur les capacités de stockage totales. Alors oui, tu peux passer ça, c'est la situation actuelle donc, pour Béjaïa. On a 1236 km tout confondu de pipe à gérer. En définissant les objectifs, on avait voulu parler des perspectives 98. C'est un diapo qu'on a fait comme on a déjà dit pour lui dire il n'y a pas de projet de développement ici. Les groupes principaux de pompage, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, maintenant on a représenté ici en nombre de machines. Donc ici, dans notre région, nous avons des moteurs diesel, nous avons des turbines à gaz, nous avons des moteurs électriques. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un équipement unique, un peu. Et donc, il y a aussi certains problèmes de maintenance par rapport à cette non-homogénéité, à cette hétérogénéité des équipements. On a mis ici des marques, je ne sais pas, peut-être ça ne vous dit rien. C'est des marques des constructeurs. Généralement, ce sont des noms connus dans le monde, des constructeurs de machines. Les puissances unitaires, voilà. Donc, les moteurs diesel de 1000 chevaux, généralement, sont des moteurs manuels ou qui tractent des locomotives. Vous avez la SNCF, par exemple, utilise ces arbres-là pour la traction des terrains au niveau de leur locomotive. C'est utilisé aussi dans la marine marchande en général. Nous les utilisons pour entraîner des pompes au niveau des canalisations pour pomper les hydrocarbures. Vous avez des turbines à gaz avec deux types. Donc, l'espérance avec 8750 chevaux unitaires et celles-là qui fonctionnent bien en fait, un petit peu moins de 5. Et le parc de moteurs électriques, où peut-être le plus gros est ici au niveau du terminal. Ici tout est électrique. On n'a plus moyen de pompage pour soutirer des réservoirs vers le porte-pétrole. D'ailleurs, si vous regardez ici, vous avez deux plaques derrière vous, enfin vous peut-être vous ne voyez pas, juste derrière vous, sur le mur, vous avez une vue aérienne donc, du parc de stockage là-bas. Et ici, vous avez le port pétrolier. Donc les deux installations, c'est-à-dire là où nous sommes, plus le port pétrolier, sont reliés bien sûr par la voie canalisation de 32 pouces, donc qui alimente les parois postes. Il y a parois canalisation parce qu'il y a parois postes, qui alimente les parois canalisation du port pétrolier. On parlait tout à l'heure de taux d'utilisation. Voilà les taux d'utilisation pour, par exemple, les moteurs diesel. GRP, c'est groupe motopompe. Booster, c'est un terme anglais. C'est pour booster, c'est-à-dire c'est des pompes qui viennent pour améliorer l'aspiration du pont principal, qui est situé juste en avant, à cause du problème de l'MPSH. Voilà, donc ça ce sont les taux d'utilisation. Et ici vous avez les taux de fiabilité à SAD. Donc voilà, vous voyez pour les diesels en 93, c'était ça donné aux alentours de 93. Pour les groupes électrogènes, j'ai aussi groupes électrogènes, c'était 99 79. C'est vrai qu'on a électrifié aussi nos stations, donc il doit y avoir des taux d'utilisation très faibles, 1,13. Il y a une corrélation entre le taux d'utilisation très faible et le taux de fiabilité. Les turbines à gaz, donc où là on avait un problème majeur donc, sur une machine, ce qui explique ce taux faible. Machine qu'on va réparer incessamment. Et les moteurs électriques qui, eux, bien sûr, sont très connus pour leur taux de fiabilité très élevé, puisque généralement il n'y a pas beaucoup d'entretien, il y a très peu d'entretien pour la récupératif. Un petit peu d'entretien préventif, et vous passez. Oui. Et oui, c'est-à-dire, bon, ça c'est simplement pour signaler justement à ceux qui ne connaissent pas du tout l'entreprise, que 4 produits, au niveau de l'ensemble de l'entreprise, il y a 4 produits qui sont transportés.
il y a le pétrole brut, il y a le condensat, il y a le gaz naturel, il y a le GPL. À PGL, nous n'avons pas de GPL. Les GPL, il y en a une qui vient d'Alara sur Hassim Saoud, ensuite Hasserman, donc c'est l'axe ouest. Ici, nous n'avons pas de GPL. Par contre, dans notre région, nous transportons du pétrole brut, du condensat et du gaz naturel. On vous a donné ici au 31 décembre de l'année passée, mais bon, c'est ça, on pourra peut-être vous dire ce qu'on a fait pour 96, les quantités globales transportées depuis 59, c'est l'origine. C'est l'origine, c'est la date de mise en service du 24 pouces, volé au 24 pouces. Donc au 31 décembre, on avait transporté par moins de 400 millions de tonnes au total, en pétrole brut, et 32 millions de tonnes en condensat. Le gaz naturel, qui a donc démarré en 81, je vous le rappelle, était sur aux alentours de 40 millions de tonnes au 31 décembre de l'année passée. Alors ça c'est la courbe qui reprend ce que j'ai dit tout à l'heure, simplement elle est un peu plus détaillée année par année. Ici en abscisse vous avez les allures, bien sûr vous avez les quantités. Donc vous voyez comment évoluer les quantités d'hydrocarbures au pétrole brut et condensat, tout conforme. Il faut savoir qu'ici, le condensat est plus léger que le pétrole brut et transporté par bouchée, intercalé dans le pétrole brut. C'est-à-dire, vous avez du pétrole brut qui est pompé, puis ensuite on intercale un bouchon entre les deux, et c'est des terrains. Il y a un problème de terrain, donc il y a un problème de gestion et de suivi de ces colonnes depuis Hassim Saoud jusqu'à Béjaïa, jusqu'à la rentrée dans les bacs. Puisque les bacs sont spécialisés. Les bacs, il y en a qui reçoivent du pétrole brut, il y en a qui reçoivent du condensat. Donc il faut savoir discerner, faire le discernement, pouvoir faire ce qu'on appelle les tops de passage, c'est-à-dire passer sur un bac sur l'autre selon tel ou tel point. Tout à l'heure, s'il y a une question de ça. Ici, évidemment, sur cette courbe, vous pourrez aussi, je le dis comme ça, mais vous pourrez voir aussi toutes les incidences politiques. Ici, c'est l'OPEP. Vous pouvez vous retrouver, si vous avez suivi les problèmes de l'OPEP, ou même les guerres israélo-arabes, elles sont dans cette courbe. C'est-à-dire que les impacts des décisions politiques se retrouvent ici. Les quantités de condensat, bon, on va passer rapidement. Ça, c'était Hasserman. À l'origine, nous recevions du condensat Hasserman, ce qui n'est plus le cas maintenant. Vous remarquerez qu'on a arrêté donc en 77 la date de production. Voilà, donc elles ont évolué de cette façon. Et puis ensuite, il y a eu ici un pipe qui a été fait entre Hasserman et Arzeu. Donc le condensat produit avec le gaz à Hasserman maintenant est acheminé sur Arzeu. Et donc Béjaïa est chargé d'acheminer le condensat qui est actuellement produit par les associés, les étrangers, qui sont du côté du bassin de la Dalmès, la région du bac à Alamélis. Donc c'est de là-bas que le condensat vient chez nous, bien sûr, du sud-est, complètement sud-est algérien, vers Raoud Hamara, c'est-à-dire à côté de Hassim Saoud, ensuite sur Béjaïa. Et les quantités tournent aux alentours de 4. Par contre, donc, vous voyez la montée en puissance de ce condensat-là, de ce qu'on appelle Dalara Vélodonos, donc voilà un peu, c'est une courbe classique que vous connaissez. Et là, on est en pleine expansion. Et là, évidemment, il y a des contrats de partenariat avec des Italiens, avec des Américains, avec des Français. On partage de production. Les enlèvements, et ici le terme enlèvement, c'est un terme aussi, c'est un besoin de son attaque. Enlèvement, c'est exportation. Et vous remplacez ça par exportation. Donc voilà aussi. Donc vous voyez que c'est une courbe qu'on peut calculer un petit peu si vous extrayez ce que nous consommons, parce que nous consommons pour compte propre. Certaines de nos machines fonctionnent avec des hydrocarbures après centrifugés. On fait un traitement sommaire au niveau des installations. Donc si vous enlevez de la courbe initiale qu'on a vue tout à l'heure, si vous extrayez les quantités qui partent à Alger pour alimenter la rue d'Alger, plus les quantités qu'on a consommées, vous allez voir que vous obtenez cette courbe. C'est la résultante de la courbe initiale moyenne des consommations et des livraisons à la rue d'Alger. C'est un problème simple de bilan compte. Qu'est-ce qu'il y a à dire là-dessus? Voilà. Transporté par l'oduc 16 pouces. Ça, c'est la courbe donc, des quantités, elles, qui vont directement sur Alger. Ça vient jusqu'à la station de Béni-Monsour, dans la Goulet Goula. Et là-bas, nous avons un terminal de départ, une station de départ, qui alimente donc la raffinerie d'Alger.
vous constaterez que la ville d'Alger traite normalement 2 800 000, 2 900 000, 3 millions de tonnes. Donc on considère qu'entre 2 900 000 et 3 millions de tonnes, c'est ce que traite la ville d'Alger actuellement, et c'est ce qu'on doit lui donner. Nous faisons nous de la prestation. On se met bien d'accord, c'est-à-dire tout à l'heure, je ne l'ai pas dit. Notre rôle ici consiste donc à acheminer des hydrocarbures qui sont au sud vers le nord, de façon soit à les remettre à des clients nationaux, soit à les exporter donc à des clients étrangers. Tout ça, bien sûr, dans les meilleures conditions de sécurité, si possible, au moins des coûts possibles. Voilà l'optimisation. Le gazoduc, lui, c'est la montée en puissance. Ça donne un petit peu une idée du degré de développement du pays, la région centre. Donc ça, c'est la région centre. C'est le centre Alger. Donc la consommation de gaz, aujourd'hui, se stabilise aux alentours de 4 millions de tonnes. On était à 3,6. Mais je crois qu'il y a eu, toujours dans le même ordre, je crois que c'est vers l'horizon 2007, d'après Sonairgaz, qu'on devrait passer à, on devrait saturer. Ce pipe a une capacité, si vous l'avez vu tout à l'heure, le gazoduc, lui, il a une capacité de 7 milliards, 7,1 milliards de mètres cubes par an. Donc aujourd'hui, on travaille exactement à 50% de la capacité. Donc on n'a pas de problème. Maintenant, peut-être que Sonairgaz, Sonatrach devra investir à partir de l'an 2007, là si je me souviens bien du document de prospective que j'ai vu, il pourrait y avoir saturation, la demande de gaz sera tellement forte qu'il va falloir construire peut-être une autre canalisation, donc doubler la canalisation, ou installer des stations de convection. Maintenant, la formule, je crois, va vers la construction de canalisation plutôt que vers des stations de conversion qui coûtent cher en pièces détachées en combustible. Les quantités transportées en pourcentage, c'est-à-dire si vous voulez, quand vous pensez sur notre acte déjà vous vous dites, voilà, on a deux chiffres ici, je ne vais pas prendre celui de 94, pas très variable d'ailleurs par rapport à 95. En gros, 50% c'est du pétrole brut et les autres 50% se répartissent pour moitié entre condensat et gaz naturel. Ça, c'est gaz naturel par ramener bien sûr en tonnes équivalent pétrole. Alors qu'il y a des conditions pour passer dans des hydrocarbures liquides au gaz. Donc vous voyez que c'est 25 ici et 50 ici. Vous avez les camemberts à côté qui disent la même chose. Les recettes. Bon, très rapidement, en termes financiers, toujours la répartition. Vous allez voir là, la répartition n'est pas la même. C'est-à-dire que le gaz naturel qui représente plus de 25% des quantités transportées représente 52% du chiffre d'affaires. C'est un problème de tarification. Je ne sais pas s'il y a des questions, après on en parlera. Le pétrole brut, lui, qui représente 50% des quantités, ne représente plus que 30% des valeurs. Et ici, le condensat, qui lui a représenté 25% des quantités en TEP, ne représente plus que 17%. Rapide, un bilan précieux, de la maintenance. Révision de machines tournantes qui se sont déroulées. Je rappelle simplement que les révisions sont faites par le personnel sans assistance étrangère. Sont faites par les techniciens de l'entreprise de Sonatrach, sans problème. On a réparé des plaques, bien sûr. Là, je crois qu'il serait intéressant pour des étudiants d'aller sur le terrain pour voir. Ça serait trop long à expliquer. L'évolution des tarifs, donne une idée, simplement pour voir comment les tarifs de transport et les prix de revient par temps. Le prix de revient, évidemment, c'est cette courbe. Les choses étant ce qu'elles sont en Algérie, vous voyez que tous les prix montent. Donc le prix de revient est monté à 90. Heureusement, le tarif, lui, a augmenté aussi. Et donc, vous voyez qu'il y a un petit peu de marge. Donc on arrive quand même à dégager un peu de résultats. L'évolution des tarifs moyens pour le condensat, c'est la même chose. Alors pour le gaz, là pour le gaz, vous voyez qu'il y en a plus intérêt à transporter. C'est ce qu'on a vu dans le tableau tout à l'heure. Où 25% des TEP transportés représentaient 50% du chiffre d'affaires. Cet écart-là vous l'explique beaucoup. Donc vous voyez qu'il y a une marge assez conséquente pour le gaz. Et pourquoi? Parce qu'ici c'est un tarif qui est payé par un arrêté interministériel qui, disons pour le moment, nous arrange comme prestataire. Donc ici nous dégageons beaucoup de résultats sur le réseau. Un mot bref sur les effectifs. Enfin, en gros, stabilisation. Stabilisation, 778, j'ai dit tout à l'heure 769, 37 ans.
Donc on a tendance un petit peu à baisser les effectifs, mais considérez en gros qu'on tourne avec 800 personnes. 800 personnes sur l'ensemble des ouvriers. C'est-à-dire la moitié à peu près se trouvant ici au siège. Le siège et des installations techniques. Donc il y a à peu près 400, un peu moins de 400, on est déjà là. Et les autres 400 sont répartis sur les autres sites. On a cité tout à l'heure. C'est la répartition des effectifs par catégorie d'activité. Vous remarquerez simplement qu'il y a plus de techniques administratives, ça c'est ce qui sort aux yeux. En particulier au niveau encadrement, au niveau maîtrise exécution, même ici d'ailleurs, mais enfin c'est moins romancé ici. Parage, bon ça c'est un diapo qui nous permet de voir où c'est qu'on en est. Est-ce qu'il faut renouveler, est-ce qu'il faut regretter, est-ce qu'il faut rajeunir, donc ce sont un peu les histogrammes qui nous donnent la pyramide des âges. On constate qu'il y a beaucoup d'expérience. Ici, il y a quand même beaucoup d'expérience cumulée. Expérience si on considère que les gens moyennement été recrutés aux alentours de 25 ans. Quand on a 40 et 50 ans, par exemple, vous avez un peu plus élevé. Mais il y a aussi peut-être un peu trop de gens âgés aussi. Donc, de 30 à 39 ans, il y en a quand même pas mal. Ça, c'est pour le cas. Je dis ça aux étudiants, ils doivent s'intéresser à ce qui sont là. Nous, on dirait qu'il y a du boulot après. Par ancienneté, c'est ce que je disais tout à l'heure, donc vous remarquez qu'il y a quand même beaucoup de gens. Il y a moins de 10 ans d'expérience, ils sont quand même paroissiens. Enfin, ils étaient paroissiens au 31 décembre passé. Et donc, ça stabilise ceux qui ont capitalisé quand même beaucoup d'expérience, ils sont quand même 200, c'est-à-dire plus de 25% de l'effectif, à peu près autant qui ont entre 20 et 30 ans, c'est-à-dire ça c'est beaucoup d'expérience. Mais vous remarquerez que ce volet n'a pas été négligé. Les 0 à 10 ans d'expérience, c'est quand même assez long. Donc on a procédé au renouvellement des générations qui vont partir. Voici le même. Sous forme de camembert, au lieu que ce soit l'histoire. On a terminé? Je vous remercie. Vous pensez qu'en augmentant la capacité de production de gaz, on va maximiser le chiffre d'affaires donc les résultats. Et il faut que vous compreniez une chose. Ce que je vous ai dit là, en termes de prix, il s'agit de la rémunération, c'est-à-dire du prix de la prestation. Il faut comprendre que nous, la branche transport, à l'international, notre chiffre d'affaires, la prestation que nous fournissons, c'est-à-dire qu'on nous donne un produit à Serman ou à Hassimson. On l'achemine vers l'homme. Nous sommes rémunérés pour ça. Donc ce que je vous donne là n'est pas un prix international. Ce n'est pas le prix de vente du gaz que je vous ai donné. C'est le prix de la prestation de transport. D'accord? Donc du coup, si vous voulez, votre question, peut-être qu'il faut la reformuler. D'accord? Pour ce qui concerne maintenant, éventuellement, augmenter les recettes de façon globale, en augmentant les quantités, là je peux vous donner un chiffre, au niveau de l'entreprise. L'entreprise, jusqu'à maintenant, exportait environ 30 milliards de mètres. L'objectif, pendant ces 4 années, envisage de doubler à 60 milliards de mètres cubes par an les capacités d'exportation. Et c'est bon, puisqu'il y a, vous le savez, un gazoduc qui va partir au Maroc, le GME, je pense. Dans la presse, tout le monde en a parlé. D'ailleurs, il va être inauguré cette semaine. Et donc, qui va aller en Espagne, qui va donc livrer l'Espagne, le Portugal et la France aussi. Vous savez qu'il y a déjà des gazoducs qui va en Italie à travers la Tunisie. Et donc, c'est en particulier à ce niveau-là que les exportations vont augmenter. Et il y a aussi une autre possibilité d'exportation, c'est à travers la formation des GME. C'est-à-dire que nous allons exporter plus en gaz sous forme gazeux et plus en gaz sous forme liquide, avec la rénovation des GNL d'argile. En tant que transporteur, effectivement, si on avait le choix. Moi, c'est la question que je voulais poser. En tant que transporteur, si on avait le choix, on transporterait plus du gaz livré. Aujourd'hui, voilà, un peu de... si on a le choix. Alors là, je vais dire une chose. Je l'ai dit peut-être tout à l'heure, très rapidement, parce que le prix de la prestation, c'est un prix interne, en dinars par milliers de mètres cubes transportés.
Ça, c'est un prix, je vous ai dit tout à l'heure, je crois que j'ai dit, interministériel. C'est-à-dire que c'est c'est le gouvernement algérien qui a décidé de rémunérer ça comme ça. À la limite, il pourrait très bien décider que ce n'est pas le juste prix. Et d'ailleurs, à notre sens, cette formule nous avantage, donc il faut le dire maintenant, elle nous avantage. Voilà. Mais si on était en situation de concurrence, par exemple, si des étrangers pouvaient eux aussi construire des gazoducs et transporter des hydrocarbures, on va être en concurrence. À ce moment-là, le prix économique, on va aller vers le prix économique. Tandis qu'aujourd'hui, c'est un prix artificiel. Il est artificiellement gonflé. Mais attention, c'est une prestation interne. C'est Sonatrach à Sonatrach. C'est-à-dire que c'est Sonatrach qui rémunère sa branche. Ce sont des coûts internes, des sessions internes, des prestations. On exporte par le biais des gazoducs et du gel. Parce que le gaz est exporté sous deux formes. Le gaz, en phase gazeuse, et le gaz, donc le gel, le gaz naturel. Sur le réseau qu'on a vu sur la carte, le réseau de pipeline, a été fait en temps de la France. n'a pas été rénové. Celui de Mati. Le pipe principal, oui, je vous ai dit en 1959, donc l'indépendance en 1960. Donc c'est du temps de la France. N'a pas été rénové. Il n'y avait pas de rénovation. Mais il y a un impact. Il y a eu une résiliation, il y a eu quelques longueurs qui ont été changées, il y a eu de nouvelles stations qui ont été implantées. Et il est prévu maintenant d'augmenter les capacités de stockage. Si, il y a eu, si vous voulez, des modifications. Mais à l'origine, il a été construit, il a été mis en service en 1959. Le premier bateau a changé, je crois, en 1950 à 50. Et donc, évidemment, c'est le temps de la France. Donc, c'est le pipe le plus vieux d'Algérie. Et donc, il a 37 ans, 50 ans. Il a 37 ans. Et il se porte toujours bien. Ça, c'est la maintenance, justement. Il faut beaucoup de travail pour le maintenir comme ça. Donc, par contre, les autres canalisations sont des réalisations typiquement algériennes. C'est, puisque je vous ai dit, ouais, c'est en 71. Et le gazoduc en 81. Ça a été fait par l'entreprise, par la santé. Les machines sont les mêmes. Les machines d'origine de 59 tournent encore. Oui. Qu'est-ce que vous désignez pas le terme condensat? Condensat. Le condensat, vous avez, si vous voulez, quand vous produisez du gaz, vous avez ce qu'on appelle du condensat associé, c'est-à-dire dans un gisement de gaz, vous pouvez avoir du condensat associé. Vous pouvez maintenant avoir des gisements de gaz sec, c'est-à-dire qui ne comportent pas d'humidité, ou vous n'avez pas de condensat. Donc, à Hassermal, dans le gisement de Hassermal, c'est du condensat qui est associé au gaz. C'est donc généralement dans les gisements de recherche de gaz naturel qu'on trouve ce condensat. Ce condensat, je vous ai dit simplement tout à l'heure qu'il était plus léger, parce que je vous ai parlé de transport par bouchon. Et je vous ai dit simplement qu'il est plus léger parce que c'est la caractéristique essentielle. Le gaz d'Al-Ahrar, par exemple, il fait ça à 720, donc il fait environ 0,72 de densité de poids spécifique. De densité. Donc il fait 0,72, le pétrole brut en moyenne il est aux alentours de 0,8. Donc c'est un pétrole léger et il y a un problème de couleur, de TVA, de tension de vapeur, donc c'est beaucoup plus, il est différencié du pétrole brut par la couleur et par la densité. Juste concernant le gaz. J'ai remarqué dans la photo qu'on avait vue, je crois que c'est en 91, 90. Je crois que c'est ça. Le prix de revient était supérieur au tarif. Enfin, on va moyen de problème. Donc pour le gaz, Oui. C'est, je crois, en 91, 90. on peut faire face à une prestation. Donc pour acheminer les hydrocarbures, ce qu'on appelle le coût opératoire. C'est-à-dire que vous avez des problèmes de consommation de machines, il faut payer le personnel, vous avez du gasoil, vous avez donc toutes les charges. Une fois que vous avez déterminé ces charges, jusqu'à maintenant, avant qu'il y ait cet arrêté, on prenait tout simplement ces charges et on lui rajoutait 10%. Donc on se dirait que c'était ça notre bénéfice. C'était interne à l'entreprise, elle est libre, elle aurait pu dire 10%, 15%, 20%, 5%.
C'était disposé, c'était arrêté comme ça. Et on s'est dit que c'était pas très. C'est pas une façon économiste d'un peu de traiter le problème. L'entreprise donc a fait des calculs de coûts opératoires, elle a déterminé ces coûts, là on a vu que c'était aux alentours de 137 dinars. Et on a fait une formule qui est dégressive, c'est-à-dire que plus les quantités augmentent, plus évidemment le prix on met plus que nous, la prestation que nous fournissons, moindre, et ainsi de suite. Donc il y a une formule mathématique, ça, qui permet donc de déterminer ce coût de la prestation. À combien nous le facturons de façon interne. Insister sur le rôle de l'unité dans le C'est ça, c'est parce que peut-être, si on parle de commercialisation, c'est vrai. Oui, schématiquement, tout à l'heure, c'était, je m'excuse, mais je m'attendais à ce qu'on pose des questions dans l'organisation. Mais quand on vous a mis les organigrammes, la direction régionale, par exemple, ou même la branche, vous avez vu qu'il y a, par exemple, au niveau de la branche, vous avez deux divisions. Une division exploitation et une division développement. Développement, ça veut dire que c'est la division qui prend en charge les études et les grands projets de développement de l'entreprise. Ça veut dire construction de pipe, construction de stockage, donc développer le réseau. Et la division exploitation, elle, est chargée d'exploiter le réseau des systèmes. Nous sommes une direction opérationnelle, nous sommes dans la division exploitation. Et si vous avez jeté un coup d'œil sur l'organigramme que je vous ai montré tout à l'heure, vous auriez vu que, je vous ai dit, il y a une sous-direction technique, on peut y arriver, et une sous-direction administration. Pour ce qui vous concerne, je pense que c'est plus technique, vous aurez peut-être un peu plus de problèmes d'optimisation. Dans la sous-direction technique, je vous ai dit qu'il y avait un département exploitation, un département maintenance, un département protection des ouvrages, un département travaux neufs. Maintenant, bien sûr, je ne vais pas détailler ce que faisait chacun de ces départements. Et c'est là qu'on arrive aux tâches de la régie. Moi, en tant que direction, je vous ai donné les grandes lignes. Maintenant, posez-moi la question, je vais vous aider. Dites-moi alors que fait le département exploitation. Et là, vous allez voir qu'on va entrer dans les mots. Le département exploitation est chargé de gérer les flux. Les flux, c'est-à-dire les quantités d'hydrocarbures qui sont véhiculées par les canalisations. Maintenant, quels sont les problèmes que rencontre le département d'exploitation? Il peut y avoir des problèmes de machines, il peut y avoir des problèmes de stockage, il peut y avoir des problèmes de commercialisation. Des problèmes avec les porte-pétroliers parce que les stockages sont insuffisants, on n'a pas assez de produits. Je préfère à ce moment-là laisser chacun peut-être répondre à la question de l'exploitation rapidement. C'est pas essentiel. Comme son nom l'indique, le département d'exploitation est chargé d'exploiter les grands ouvrages de la région, qu'on va situer. Donc il y a donc un service qui se charge donc, de fixer les flux en fonction évidemment des objectifs qui sont assignés par la hiérarchie, parce qu'il faut savoir évidemment que nous faisons partie d'un réseau et que par voie de conséquence, tout ce que nous devons transporter évidemment est fixé par le DCO dont on vous a parlé tout à l'heure, qui fixe donc tous les flux. Et en fonction donc, des objectifs qui nous sont fixés, nous fixons donc le débit de chaque ouvrage. Un débit donc, qui est fixé donc, en principe pour tout le mois, mais qui est modifié au fur et à mesure en fonction des événements qui surviennent dans le mois. Quels sont ces événements? Ce sont évidemment les pas de machines auxquels on doit faire face ou on ne peut pas faire face tout de suite. Il y a les problèmes de stockage, il y a les problèmes effectivement de commercialisation qui sont normalement calqués sur les débits, mais ce n'est pas toujours parfait. Il y a les problèmes de mauvais temps également. C'est aussi cet élément qui est essentiel parce que nous pouvons avoir du mauvais temps à Djaïa qui peut durer un certain temps. Et là, évidemment, tout le stockage que nous avons ne suffit pas pour absorber ce, disons, le mauvais temps. Le temps, vous avez un creux, évidemment, ce creux, évidemment, il est comblé au bout d'un certain nombre de jours, suivant, évidemment, le temps de construction du pont. Et là, évidemment, il faut agir sur les ouvrages. Lorsque vous allez dans faire le plein, forcément, il faut soit réduire, soit arrêter totalement, ce qui nous arrive quelquefois. Donc, nous gérons un peu tout ça, que ce soit donc, le transport de pétrole brut ou de condensat également, parce que le condensat, comme on veut dire, il est intégré dans ce transport par bouchon. Donc, il faut suivre en fonction également de la situation. La tâche est assez complexe parce qu'il faut voir également le stockage des deux conduits, que ce soit au départ
que ce soit à l'arrivée, que ce soit durant le transit au niveau des stations. Il faut gérer également l'alimentation dans la filière d'Alger qui, elle, ne prend que du pétrole brut, elle ne prend pas de condensat. Donc il faut faire attention pour prendre du condensat dans la filière d'Alger. Enfin, donc tout ça est géré. Donc, en fait, il y a une coordination qui est faite par ce service dont il parle, le service d'information, de l'ensemble des salles de pompage. Dans chaque station de pompage, à Biskra, à Msilaki, nous avons des salles de pompage. Ces stations de pompage sont pilotées par une salle de contrôle où vous avez toutes les commandes à distance. Et donc, il y a ici un service central, dispatching, on appelle ça dispatching, c'est le terme anglais, et donc qui assure la coordination de tous ces mouvements. Ça, c'est pour la partie du dispatch. Vous avez aussi, bien sûr, puisqu'on parle de flux, forcément, on va parler de produit et donc de quantité. Donc, il fixe les débits, bien sûr. Mais ensuite, il faut tout comptabiliser. Il faut comptabiliser à la tonne, je vais même dire au kilo près, c'est-à-dire au litre près ou au kilo près. Et donc, il y a tout un aspect. Il y a l'autre interface, c'est avec la division commerciale qui, elle, barge, boulevard Mohamed V, et qui, elle, s'occupe de placer les cargaisons à l'étranger. Aujourd'hui, ils vendent du condensat aux États-Unis, demain, ils peuvent le vendre en Italie, et ainsi de suite. Et on nous fait ça, on nous dit simplement, il faut charger tel bateau, 55 000 tonnes ou 70 000 tonnes. Voilà le client, voilà, donc on nous donne ce qu'on appelle une procédure. Et toute l'exécution est faite ici. Toute l'exécution, disons, de la commercialisation, elle est faite ici au niveau de effectivement, la division commerciale se charge évidemment de placer les cargaisons, de faire donc, du marketing et après l'exécution, disons, des enlèvements, de tous les chargements, que ce soit sur le plan de l'opération elle-même, disons, du chargement, que ce soit sur le plan, disons, de l'élaboration de tous les documents comptables, douaniers, commerciaux, se font ici. Se fait ici. Il y a également l'interface évidemment avec les douanes qu'il faut gérer, parce que les activités d'exportation du douane, forcément. Donc nous gérons également cette interface avec les douanes. Plus la comptabilisation, plus évidemment la qualité des produits qu'il faut, évidemment, il faut exporter les produits en fonction du contrat de vente, parce que là aussi il y a un créneau qui ne pas dépasser, il y a des normes à ne pas dépasser, et tout ça est fait en laboratoire. Et chaque produit est caractérisé. C'est-à-dire que dans le contrat de vente, il est prévu que le produit réponde à telle caractéristique. Donc ici, il y a un petit labo qui nous permet de faire des mesures essentielles, des mesures contractuelles, qui sont prévues. Donc il faut les faire, il faut que ce produit rentre dans la fourchette. Vous avez une gestion des flux. C'est des programmes fixés. Est-ce qu'ils sont fixés mensuellement ou bien annuellement? Ils sont fixés annuellement. Après, ils sont fixés mensuellement. Et après, ils sont gérés pratiquement au jour. C'est ça justement la question qui est juste après, c'est comment il y a finalement des objectifs à atteindre. Voilà. Donc il y a des contraintes. Comment vous arrivez à gérer tout ça sur le terrain? Par quelle méthode, par quelle... Est-ce qu'il y a une approche un peu scientifique du problème? Il faut savoir une chose, c'est que nous sommes, c'est que le débit que nous réalisons est en-dessous du maximum. Évidemment, ce qui facilite un peu les chances. Il va de soi vraiment sur 5 machines pour répondre à votre question, sur 5 machines, disons, disponibles sur site, nous n'utilisons que 3, puisqu'on nous a parlé d'un taux d'utilisation de 67% environ. Vous avez finalement 3 objectifs avec les flux, 3 produits. Comment vous arrivez avec toutes les contraintes, mauvais temps, etc., la demande, la douane, etc., comment vous arrivez à gérer tout ça de façon optimale? En fonction de en tenant compte de la demande, et dans l'objectif, en fait, c'est l'atteindre le plus proche de l'objectif. Moi, je vais Est-ce que vous avez un système interactif quand vous Non, il n'existe pas. La gestion de... D'accord, il faut séparer. Donc le développement, vous avez remarqué que même géographiquement, il est un peu... Mais ouais, bien sûr, la région centre, à Saint-Denis, la projet. Le but, c'est de livrer au client. Il faut un client. En l'occurrence, par exemple, dans le gaz, c'est son élevage. Son élevage, chaque mois, nous dit voilà ce que je veux faire. Voilà ce dont j'ai besoin. C'est un budget, c'est une prévision. Bien. Maintenant, vous ne pouvez pas
tout prévoit dans un réseau qui s'étale sur des milliers de kilomètres. Imaginons maintenant l'environnement actuel, où il y a par exemple beaucoup d'accidents, il y a des actes malveillants. Bien, et s'il y a un acte malveillant, vous croyez que, à votre avis, qu'est-ce qu'on fait? On peut simplement informer le client, lui disant que nous sommes dans l'impossibilité. Aujourd'hui, pendant quelques jours, vous libérez le gaz à quel point? D'accord? Mais l'entreprise, quand même, essaye de pallier un peu ce genre d'évitement. Par exemple, la région centre est alimentée principalement par le gazoduc dont je ne vous ai pas dit, mais il y a un petit peu d'aide, je ne vais pas entrer dans les détails, qui vient de Rolisane, c'est un 16 pouces, un petit diamètre, qui permet de parler au plus précis au cas où. Donc, je ne sais pas si vous ne pouvez pas, je vous montrerai. Maintenant, par contre, faire une étude, essayer de l'utiliser pour les hydrocarbures liquides. Ça peut être il y a beaucoup plus de contacts. Et donc, à mon avis, ça mérite peut-être une étude théorique sur le sujet. Là, il y a des contraintes de commercialisation, il y a des contraintes techniques, les contraintes du temps lui-même, c'est-à-dire de la méthode. Je me souviens plus, en tout cas, mais pour les histoires, c'était 50. Donc, évidemment, si vous travaillez du côté de Toulouse avec 45 degrés à l'ombre, il est clair que la puissance réelle, résiduelle sur la machine va être Mais sur quel vous travaillez sur ces sites? Maintenant, votre première question. Contre les régions, quoi. Ça dépend de quoi ce qui crée. Je dis non, c'est-à-dire, est-ce qu'on peut nous influer au pressionnaire gaz pour augmenter son chiffre? Parce que c'est constitué de façon à augmenter un chiffre. Enfin, j'allais dire là, nous ne sommes pas là, mais peut-être que c'est bien aussi qu'on ne soit pas là. Parce que nous fabriquons. Parce qu'en fait, nous ne fabriquons pas du matériel, par exemple, d'électroménage. Donc, vous me faites penser à des histoires de marketing qui se passent dans les pays hyper développés, où il y a des lobbies qui sont créés entre quelqu'un qui connaît du gaz et quelqu'un qui connaît des équipements qui consomment du gaz. Et de façon à créer des besoins supplémentaires, de façon à augmenter, transporter le gaz. Oui, nous le transportons. Mais nous ne fabriquons pas d'équipements. Vous bénéficiez de... Mais je ne peux pas, nous, Sonatrach, ne peut pas dire à Sonelgaz, vous savez, il faut installer une centrale nucléaire là, ça serait intéressant. Non, il y a un plan aussi de développement des centrales nucléaires. Je pense que vous avez travaillé avec Sonelgaz, je sais. D'abord, ce n'est pas des petites choses, c'est une centrale nucléaire. Quant à la consommation domestique, elle est marginale, parce que nous travaillons avec Sonelgaz, uniquement Sonelgaz. Sonelgaz est répartie, elle, en deux consommateurs potentiels. Vous avez l'industriel, ça veut dire les centrales nucléaires, et vous avez accessoirement la consommation domestique. Ce que consomment les ménages d'une ville, c'est zéro, c'est quelques millions de mètres cubes. Tandis que ce que consomme la centrale électrique aujourd'hui de Cap-Ginel, le gazoduc, c'est combien? 7 millions de jours, oui. Ça représente presque pas loin de 25%. C'est-à-dire que Cap-Ginel est la grande centrale électrique de Chine. Ça, ce sont les deux gros consommateurs. Donc les petits la petite ménagère avec sa cuisinière, c'est pas ça. Maintenant, il faut que Sonelgaz développe son réseau. Je crois que... Je ne sais pas si j'ai bien compris votre question. Vous voyez ce que je veux dire? Je répondrai par ces systèmes-là qui sont utilisés dans les pays très développés, où il y a, comment on appelle ça? Cherchez le nom. L'association, une qui produit du gaz et une qui produit des équipements qui consomment le produit de façon à... C'est des lobbies pratiquement, c'est des véritables lobbies. Ils font des pubs publicitaires pour encourager les gens à consommer.
عبدودو سويسي filmet indien filmet صدق ولا يقع في النقل دوبلي ستون ساعة ترى ناس سنة مجموعة